Bonjour, je suis ravie d'accueillir sur Tribune Libre Claude Janvier, qui est essayiste, écrivain, adepte et disciple de Pierre Desproges. Vous êtes né à Agadir au Maroc, vous avez écrit déjà plusieurs livres, dont des livres à succès, avec notamment Jean-Louis Zambert, Le virus et le président, et aussi Covid-19, le bilan en 40 questions, et plus récemment, ce très beau livre qui perce certains mystères, ce qui s'appelle Les Démasqués, qui dirige le monde. Et moi, j'aimerais bien savoir qui dirige le monde, mais tout d'abord, j'aimerais savoir qui conseille ce fameux chef de guerre qui est placé au sommet de l'État. Bonjour Claude Janvier. Eh bien, bonjour Stéphanie, merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. Partagez. Dites-moi tout, la présentation est complète, il n'y a pas d'erreur. Ah, c'est impeccable, impeccable, impeccable. Voilà, j'aurais pas fait mieux. Alors, de compliments. Alors, qui Impeccable. dirige, qui conseille Ah, ce dirigeant? ah, Vous m'avez envoyé un très beau ah, texte qui parle de ça et il est ouais. très, très documenté, très étayé. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ici? Alors c'est vrai, oui, c'est vrai que je vais en dire plus. Bon, c'est vrai aussi qu'on peut, c'est un vaste sujet, hein, c'est un vaste sujet d'ailleurs qui sera traité dans mon prochain livre que j'écris avec un monsieur qui s'appelle François Lagarde, et qui paraîtra début ou mi-mai, je sais pas encore la date de parution, et qui s'appelle, et qui va s'appeler l'État profond français. Donc c'est un peu un scoop que je vous livre là. Et il va s'appeler l'État profond français, et en bandeau, en sous-titre, ça va être qui, comment, pourquoi. Tintin, tintin, Intrigant. Mm. intriguant. Et on le fait, il va sortir juste avant les élections européennes, ce qui est à mon avis très très bien. Au-delà de ça, effectivement, je me suis dit, bon, vu la tournure quand même que prend les événements au niveau du conflit russo-otanusien via l'Ukraine, vous remarquerez que je ne dis pas le conflit russo-ukrainien parce que ce n'en est pas un. C'est un conflit vraiment russo-otanusien via l'Ukraine. Voilà. Et le problème, c'est que quand on voit la tournure que prend notre chef de l'État, comment depuis le début du lancement, je dirais, j'y arrive pas là, du lancement du, De l'opération? parce que, ouais, voilà, de l'opération, du lancement de l'opération spéciale Mm. de la Russie en Ukraine, notre chef de l'État s'est vraiment positionné en chef de guerre. Alors au début, je pensais que naïvement peut-être que c'était peut-être un petit coup de un passage. Mais en réalité, c'est vrai il aime bien se positionner en chef de guerre parce qu'on se rappelle quand même que lors de la crise sanitaire, il avait déjà fait une déclaration en ce sens, puisqu'il avait déclaré nous sommes en guerre. Il l'avait répété par 3 fois. Alors là, il avait quand même précisé à l'époque qu'il n'était pas en guerre contre un virus, enfin contre un pays, mais qu'il était en guerre contre un virus. Bon, enfin, c'était un peu étrange déjà ces paroles de nous sommes en guerre. C'est un peu étrange parce qu'on ne prononce pas ce genre de mots en général quand on veut lutter contre une épidémie, etc. Bon. Mais au-delà de ça, c'est vrai que depuis donc le lancement de cette opération spéciale par la Russie en Ukraine, il s'est de suite positionné en chef de guerre, puisque tout au long de ses déclarations, ça a été effectivement on soutiendra l'Ukraine sans faille, etc. Alors j'ai un petit florilège là, si vous le permettez, de quelques dates clés en fait de ces déclarations. C'est vrai que le 24 février 2022, donc date effectivement du lancement de l'opération spéciale, il a déclaré à cet acte de guerre. Alors ce que je cite là, ce sont ces mots. Vraiment mot pour mot, hein, ce sont ses déclarations mot pour mot. Alors, le 24 février, il a dit « À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse ». 29 août 2022, voilà, c'est un petit extrait de son entretien avec le président du Conseil des ministres de Pologne. Alors, il a dit « Nos échanges de ce jour porteront bien évidemment sur la guerre en Ukraine et sur notre détermination commune à soutenir l'Ukraine pleinement aussi longtemps que cela sera nécessaire. » Ensuite, 31 décembre 2022, à l'occasion des vœux traditionnels présentés par le chef de l'État aux Français, il avait envoyé un message
sans faille aux Ukrainiens, nous vous aiderons jusqu'à la victoire et un soutien sans faille. En clair, en fait, quand on décrypte un peu, en clair, il venait de facto déclarer la guerre à la Russie, parce que quand on annonce à un pays qu'on va le soutenir sans faille contre un autre pays, bah, de facto, si on lit entre les lignes, c'est quand même une déclaration de guerre. Le tout, meilleur vœu de l'année pour 2023, en gros, bonne année, bonne santé, mais je viens de déclarer la guerre à la Fédération de Russie. Bon. 17 et 18 février 2023, donc les leaders occidentaux étaient réunis, vous savez, à Munich, là, chaque année, il y a le Davos de la sécurité, là-bas, sécurité internationale, hein, bien sûr. Et Emmanuel Macron a accusé la Russie d'être je le cite, une puissance de déséquilibre et de désordre. 16 février 2024. Alors, j'ai passé des dates, hein, parce qu'il y en a un wagon, mais là, j'ai raccourci un peu, parce que sinon, on n'en finit pas. Mais c'est intéressant de noter les dates clés. 16 février 2024, donc très récemment. Donc, Emmanuel Macron avait demandé au gouvernement de faire devant le Parlement il a fait une déclaration, ce jour-là, relative à l'accord bilatéral conclu avec l'Ukraine. On se souvient, il y a eu un débat, un vote, évidemment, et les parlementaires ont tous marché comme un seul homme, entre guillemets, derrière Emmanuel Macron. Et donc, alors, il a déclaré « Cet accord de sécurité inscrit notre soutien à l'Ukraine dans la durée pour faire échec à la guerre d'agression de la Russie. » Donc, c'est un texte qu'il a signé avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, à Paris. Et la France s'est engagée à fournir en 2024, donc cette année, jusqu'à 3 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire à Kiev, après un soutien qu'elle chiffre déjà à 1 milliard 700 millions en 2022 et 2 milliards 100 millions en 2023. Donc un soutien militaire et civil dans la durée. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a jamais le moindre euro pour valoriser nos retraites, le SMIC, etc. Mais il y a des milliards d'euros qui sont envoyés en Ukraine pour soutenir une guerre est tout à fait inutile. Alors le 26 février 2024, donc très peu de temps après le 16 février, il a affirmé, et c'est là où ça a fait bondir quand même quelques personnes en France, que l'envoi en Ukraine de troupes au sol ne devait pas être exclu au nom d'une ambiguïté stratégique. Et même, ce qui est intéressant de noter quand même, c'est que la quasi-totalité des pays de l'UE et des États-Unis se sont démarqués de cette position. C'est vraiment Emmanuel Macron, c'est vraiment le seul qui, en Europe, qui continue dans cette voie-là jusqu'au boutiste. Et d'ailleurs, sa déclaration d'hier soir, ça tombe bien qu'on fasse une interview aujourd'hui, parce que sa déclaration hier soir, que j'ai un peu regardée quand même, eh bien, il continue vraiment envers et contre tout dans un soutien sans faille en Ukraine, et il n'exclut absolument pas effectivement l'envoi de troupes au sol. D'ailleurs, le 7 mars, avant sa déclaration d'hier soir, donc qui date du 14 mars, le 7 mars, il avait quand même réuni, on se souvient, et ça c'est intéressant de le noter, tous les chefs des partis et des principaux partis politiques à l'Élysée. Et ces paroles-là c'est sans ambiguïté. D'ailleurs, je vais citer c'est paru dans Le Point, le magazine Le Point, guerre en Ukraine. Ce qu'a dit Emmanuel Macron au chef de parti, aucune limite, aucune ligne rouge au soutien de la France en Ukraine. Donc alors, ce qui est intéressant, c'est là où je me dis, c'est un peu, pardonnez-moi l'expression, c'est un peu le bal des faux culs. En France, on est un peu spécialiste quand même. Parce que tous les responsables des partis politiques présents sont ressortis soi-disant inquiets par les propos du président de la République. Même eux, ils étaient tous inquiets. Sauf qu'après, vous savez, après ce genre de réunion, tous les représentants se sont retrouvés au salon des ambassadeurs juste à côté. Et de toute façon, ils étaient soi-disant inquiets, mais ils sont tous tombés quand même d'accord pour dire que, de toute façon, il faut continuer à apporter un soutien indéfectible à l'Ukraine. Donc, il faudrait savoir, d'un côté, on a des principaux responsables de partis politiques qui disent « Ah ben oui, non, on est inquiet parce qu'on ne peut pas quand même envoyer des troupes, etc. etc. » Et de l'autre côté, entre eux, ils se disent « Bon, après tout, on continue à soutenir l'Ukraine envers et contre tout jusqu'à la victoire de l'Ukraine et de l'OTAN. » Parce qu'en fait, c'est pas une histoire de la victoire de l'Ukraine, hein, c'est la victoire de l'OTAN. Et la victoire de l'OTAN, ça signifie la victoire des USA. Donc, il faut quand même recadrer un peu les choses. Alors, ce qui est étonnant, moi, je trouve quand même, c'est ça ce que je trouve un peu étonnant, c'est qu'au jour où on a condamné depuis 1945 ce qu'ont fait les nazis, je ne comprends toujours pas comment notre pays et comment tous les pays européens
puisse continuer à envoyer de l'aide à l'Ukraine, qui quand même a une politique qui soutient quand même des groupements néo-nazis. À l'idéologie néo-nazie, les bataillons Azov, Centre droit et d'art sont quand même des bataillons à l'idéologie néo-nazie. En plus, l'Ukraine soutient son héros national qui s'appelle Stéphane Bandera. Et Stéphane Bandera a quand même collaboré avec les nazis en 39-45 et a participé au massacre de Polonais et de Juifs, alors sans état d'âme. Et on ne comprend pas aujourd'hui comment on peut soutenir un pays qui a un héros national donc qui était pro-nazi et qui a dans son armée des bataillons au relent à l'idéologie néo-nazie. Donc ça, il faudra quand même un jour qu'on m'explique. Mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer. Les intérêts économiques et les intérêts de la politique passent au-dessus, effectivement, des idéaux humains. Donc, vous pensez que la classe politique est achetée? Comment ça se fait? Un double discours comme ça. Je pense qu'elle est achetée, je pense qu'il faut acheter peut-être entre guillemets, mais en tout cas c'est de l'opposition contrôlée. Quand on voit hier ou avant-hier, quand il y a eu le vote à l'Assemblée, de savoir si on allait continuer à aider l'Ukraine, etc., tous les députés parlementaires ont soutenu, je crois qu'il y en a très peu qui ont dit non, les sénateurs pareil, y compris les partis soi-disant de l'opposition, comme le Rassemblement national. Donc, c'est pour moi, ce n'est pas de l'opposition, c'est de l'opposition contrôlée. En France, il n'y a pas d'opposition. La seule opposition qu'il y ait, ce sont des gens comme nous, par exemple, qui appartiennent à des groupuscules, et groupuscules qui ont une idéologie souverainiste et qui ont une idéologie, bien entendu, de sortir de l'Europe et de sortir du joug de Bruxelles et donc de sortir du joug vraiment des États-Unis et de la finance internationale. Mais je veux dire, en dehors de cela, il n'y a pas vraiment de grands partis politiques d'opposition. Tout ça, c'est du pipeau. Si je peux me permettre l'expression, c'est du des partis comme de celui d'Asselineau, qui est pour le Frexit, mais qui ne parvient jamais à se présenter au présidentiel. Absolument, mais de toute façon, c'est ça le truc. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'il y a des partis effectivement d'opposition, comme François Asselineau, comme Florian Philippot, comme Nicolas Dupont-Aignan, comme d'autres partis souverainistes plus petits. Mais le problème, c'est que aucun ne siège à l'Assemblée nationale, aucun de ces partis n'a un sénateur et aucun n'a une présence au Parlement européen. Donc le problème, voilà, c'est qu'il n'y a pas de représentativité de ces mouvements ou de ces partis politiques au siège donc de parlementaire. Donc c'est là le problème. Donc effectivement, ils font entendre leur voix et on fait entendre nos voix par l'intermédiaire de quelques réseaux sociaux et des médias libres indépendants. Mais le problème, c'est que, voilà, il faut regarder un peu la situation dans son ensemble, quoi. D'ailleurs, si on partait vraiment, enfin, si certaines troupes françaises de militaires partaient en Ukraine, je crois, d'après des hauts gradés, que nous ne tiendrions pas très longtemps sur le front. Ah, mais donc, ça tient pas la route. C'est du bluff, selon vous? Mais ça tient pas la route. On n'a pas une armée qui est capable de tenir la dragée haute à la puissance militaire de la Fédération de Russie. C'est quand même du bluff. Mais alors, au-delà du bluff, le problème, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui des formateurs de l'armée française qui forment des mercenaires pour aller guerroyer sur le front ukrainien. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est aujourd'hui, c'est que qui guerroie vraiment en Ukraine, il n'y a pas beaucoup d'Ukrainiens. Parce qu'en fait, en réalité, c'est beaucoup de mercenaires étrangers qui arrivent et qui se battent sur le front ukrainien. Parce que de toute façon, la conscription voulu par le président Zelensky, qui aujourd'hui consiste à aller chercher des gamins de 16 ans ou des femmes de 60 ans et à les envoyer se faire laminer sur le front, ça finit par tourner court puisqu'il n'y a plus personne pour aller guerroyer sur le front ukrainien. Donc, de toute façon, les troupes qu'il y a là-bas, ce sont des mercenaires qui sont effectivement payés et entraînés par la France notamment et aussi par d'autres pays européens. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi avec tout ça, c'est que malheureusement, il y a des intérêts financiers, puisque tout à l'heure, la question c'était qui conseille notre chef de guerre. Derrière le chef de guerre, ce sont les mêmes qu'on retrouve dans les démasqués, je suppose. Voilà, ce sont les mêmes qu'on retrouve dans les démasqués, mais à ceci près que là,
je traite dans ce billet un petit peu ceux qui soufflent directement en France à l'oreille de Macron, sans parler effectivement pour l'instant de la finance internationale, bien que ce soit lié. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est il faut pas oublier aussi qu'il y a des généraux au sein de l'armée française qui sont dans la même lignée que le président de la République, d'autres pas. Ceux qui donc qui marchent dans les pas du président de la République, ben, c'est ceux qui font aujourd'hui, qui sont invités donc par les médias de masse. Donc, et là je les cite un peu dans mon billet, puisque on a des hauts généraux effectivement de l'armée française qui étaient jusqu'à présent inconnus du grand public et qui tout d'un coup parlent sans arrêt, donc commencent à être connus. Et les noms, il y a les généraux Yakovlev, Goya, Trinquant, Pélistrandry, Minguet, qui eux multiplient les interviews. Alors, eux, ils multiplient les interviews, c'est assez finaux leurs interviews, parce que pardon, ils se débrouillent toujours pour glorifier un peu la suprématie de l'armée ukrainienne face à une soi-disant infériorité de l'armée de la Fédération de Russie. Sous-entendu, leur message, c'est toujours intéressant aussi, c'est parce que, sous-entendu, de toute façon, il n'y a pas assez de budget pour l'armée française, donc il faut augmenter les budgets. Donc en fait, pour synthétiser leur déclaration, c'est il faut fabriquer plus de tanks, plus de balles, plus de munitions pour arriver à plus de morts. En gros, hein, je synthétise, mais c'est un peu ça. Voilà. Ça, ce sont les généraux qui conseillent effectivement le président de la République. Après, il y a aussi les ambassadeurs, parce qu'on les oublie un peu, mais les ambassadeurs ont quand même normalement un rôle clé dans le conseil du président de la République. Et là, j'ai fait une petite enquête qui était assez intéressante. Et j'ai trouvé qu'il y avait une éminence grise à l'Élysée qui s'appelle Isabelle Dumont. Grand public ne la connaît pas, mais c'est une experte de l'Ukraine et elle a soufflé donc déjà dans l'oreille de François Hollande et elle a continué avec Emmanuel Macron. Alors, elle parle 4 langues, c'est une personne qui est très érudite, elle parle 4 langues, elle a fait partie du cercle restreint des conseillers de la présidence entre 2015 et 2019, elle a été ambassadrice à Kiev. Et elle a ensuite réintégré le pôle diplomatique au sein de l'Élysée. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle connaît l'Ukraine sur le bout des doigts et elle considère, c'est intéressant, que la guerre, en fait, en réalité, dure depuis 2014, le fameux coup d'État de l'Euromaïdan. Alors, je peux pas revenir très longuement sur ce coup d'État. En bref, il y a eu un coup d'État en 2014 qui a dégagé le président qui était ukrainien par un homme de paille poussé par les États-Unis. Et c'est à partir de 2014 que les gouvernements ukrainiens successifs ont bombardé la région du Donbass, puisque ce sont une région séparatiste, puisqu'elles sont peuplées, c'est une région qui est peuplée de Russes, et qui, en fait, ils veulent simplement leur rattachement à la Russie, puisque de toute façon, ils sont peuplés à 95% de Russes. Donc voilà. Mais les gouvernements ukrainiens, depuis 2014, bombardent le Donbass, en générant quand même à peu près 20 000 morts, je parle entre civils et militaires. Donc ce qui est quand même pas rien. Le tout dans l'indifférence totale, parce que personne ne relevait le fait qu'il y avait quand même un massacre organisé au Donbass, dans la région du Donbass. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est... Je vous interromps, Gabriel Attal a avoué devant des caméras que nous envoyons, nous, des armes à l'Ukraine depuis 2014. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais ça, à l'époque, ça intéressait personne. Personne, le grand public ne le savait pas, puisque la presse se gardait bien d'en parler. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de noter en la personne d'Isabelle Dumont, c'est qu'elle a fait partie, et ça je le savais pas, c'est en enquêtant un peu que je l'ai appris, elle a fait partie du groupe de travail sur des négociations sur les accords de Minsk, qui ont été signés, accords de Minsk qui ont été signés les 5 septembre 2014. Accords de Minsk quand même, où le gouvernement ukrainien l'avait signé, la Fédération de Russie aussi, et où il devait y avoir un arrêt des bombardements sur le Donbass, et il devait y avoir aussi ce que les accords de Minsk demandaient aussi, c'est qu'une espèce de désanification un peu des armées, des bataillons Azov, centre droit et Idar, donc de l'Ukraine. Accords qui ont donc été signés effectivement par les deux puissances, et
comme garant la France et l'Allemagne. Accords qui n'ont jamais été respectés, il faut le savoir quand même, par les gouvernements ukrainiens. Jamais. Ça n'a jamais été respecté. Et le président Volodymyr Zelensky n'a jamais voulu respecter effectivement les accords de Minsk. Alors c'est intéressant parce que cette ambassadrice donc participe au groupe de travail. Elle a été témoin forcément du bombardement incessant depuis 2014 sur la région du Donbass. Elle ne semble pas, parce que j'ai rien vu en ce sens, alors peut-être qu'elle pourrait nous détromper, mais elle ne semble pas avoir dénoncé ces bombardements incessants depuis 2014. Alors qu'elle connaît l'Ukraine sur le bout des doigts. Ça, c'est quand même intéressant. Alors, depuis, très exactement, je regarde, ah oui, depuis le 14 décembre 2023, parce que je n'ai pas toutes les dates en tête, elle a été nommée ambassadrice en Turquie, à Ankara, à la capitale turque. Donc, elle n'est plus sur le dossier ukrainien. Elle a été remplacée par un certain Étienne Ponsin, nouvellement posté donc à Kiev. Depuis, il y a été en poste entre 2019 et le 18 août 2023, il a cédé sa place à un nouvel ambassadeur qui s'appelle Gaël Vessière. Étienne Ponsin, je ne vais pas m'attarder sur ce monsieur, il a juste posté sur le site La France en Ukraine sur X il n'y a pas longtemps, puisque ça date de 2023, il a déclaré, et je le cite, « Alors que je quitte mes fonctions, je veux redire le soutien indéfectible de la France à l'Ukraine et notre admiration pour sa courageuse résistance à l'agression russe. » Donc Étienne Ponsin, de façon pro-ukrainien, anti-russe, voilà. Il faut, en résumé. Le nouvel ambassadeur donc, à Kiev, pardon. Je voulais vous dire. Le nouvel ambassadeur. Oui. Non, je voulais simplement faire une parenthèse. A circulé une information d'ailleurs ces derniers jours, comme quoi en fait, avant le début, ce 24 février, de l'opération spéciale russe en Ukraine, certains disent qu'en fait c'était l'Ukraine qui avait agressé quelques jours avant. Vous pourriez en dire? Qui avait agressé quoi? Les Russes? Oui. Qui plutôt les Russes? Ah non, non. Non. Enfin, je ne sais. Alors, très exactement, ça, je ne sais pas. C'était soit imminent, soit c'était en train de se faire, je ne sais pas. En tout cas, oui, parce que là, en fait, je suis pas arrivé, j'arrive pas à savoir vraiment le fin mot de l'histoire. Mais en tout cas, d'accord. De toute façon, le président Poutine a pris une lourde décision qui était, au bout d'un moment, de secourir déjà la population du Donbass qui s'en prenait quand même tous les jours, se prend des bombes sur la tête, parce que ce qu'il faut savoir quand même, moi j'ai des amis qui sont allés au Donbass et j'ai eu donc des témoignages en direct. Il faut comprendre que le Donbass, c'était des bombardements tous les jours. Bombardements tous les jours entre 8h et 9h du matin. Toujours sympa quand vous vous réveillez avec le café, que vous preniez des bombes sur le nez. Et le soir, à partir de 17-18h, en fin d'après-midi, début de soirée. Donc tous les jours, il y avait des bombardements incessants. Donc déjà, il fallait finir par secourir la population du Donbass, qui, je le rappelle, est de toute façon russe. Et il fallait aussi arrêter aussi ces provocations de l'OTAN, parce que ce qui s'est passé aussi, c'est que l'OTAN mettait de plus en plus des missiles à portée de Moscou. C'est comme et donc à un moment donné, le président Poutine a prévenu, il a voulu vraiment dire attention, il va falloir vraiment que les accords de Minsk soient respectés, etc. Il a tout fait pour que tout ça soit respecté. Et effectivement, rien n'y faisait, puisque les Américains n'avaient pas du tout une logique de paix, mais plutôt une logique effectivement de guerre. Parce que le plan sous-jacent américain, il est simple. Il est quand même très simple. C'est d'envahir la Russie, de la dépecer, de la séparer en plusieurs États et de piller ses réserves naturelles. Riche, puisque la Russie, le territoire de la Russie est riche en pétrole, en gaz et en minerais. Donc voilà, ça c'est le plan sous-jacent. Je synthétise, mais c'est exactement ça. Et en fait, c'est ça leur idée. Donc de toute façon, l'Ukraine, c'était tout à fait une bonne couverture pour arriver à le faire. En plus, c'est bien parce que c'est effectivement, s'ils installent des rampes de tir de missiles aux alentours de Kiev. Kiev-Moscou, vol d'oiseau, c'est 800 km, hein, c'est pas beaucoup. Alors après, quand on me dit oui, mais bon, je leur réponds simplement, si le président Poutine avait installé des rampes de missiles à Cuba pointées sur Washington, je suis pas sûr que les Américains aient vu ça d'un très bon œil non plus. D'ailleurs, le New York Times a dit récemment qu'il y a bien 12 bases
de la CIA qui ont été installés en Ukraine à la frontière russe, tout près de la C'est frontière. ça, c'est Donc c'est une ça. porte d'entrée idéale vers la Russie et c'est un pays qui est déjà partiellement pillé par les Américains via BlackRock, etc. C'est ça? Mm. Oui, 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 vous parlez de la Russie, là? Non, je parle de l'Ukraine, c'est déjà un pays Ah, l'Ukraine, oui, bah, de toute façon, l'Ukraine est totalement, oui, absolument. partiellement pillé par les multinationales américaines, dont BlackRock. Bon, absolument. Et puis, de toute façon, il ne faut pas oublier qu'en Ukraine, il y a 33 laboratoires de haute sécurité en matière de recherche de virologie et d'épidémiologie. Après, l'Ukraine, c'est quand même le troisième exportateur d'armes aussi, parce qu'en fait, aujourd'hui, ça a permis. Alors, j'en arrive un peu aussi à. Je continue à qui profite le crime, en fait, en réalité. Donc, le nouvel ambassadeur, vite fait, Gaël Vessière, rien à en dire, puisque à peine il est arrivé, il a dit, voilà, il a fait une tribune devant un magazine ukrainien, et simplement, il a dit, l'ambassadeur de France en Ukraine, je vais détailler la poursuite du soutien indéfectible de la France à l'Ukraine pour 2024. Donc lui, voilà. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que ces trois ambassadeurs, comme je le note un peu dans mon billet, ils doivent être atteints, je pense, je sais pas, du syndrome de Stockholm, vous savez, parce que en réalité, Emmanuel Macron, quand même, par un décret publié le 17 avril 2022, très exactement, et il a annoncé la suppression du corps diplomatique en 2023. Donc, ce qui veut dire qu'il a donné le choix au corps diplomatique en disant soit vous obtempérez et vous rejoignez le pot commun des administrateurs d'État, soit vous refusez et à ce moment-là, vous n'aurez pas de contrat renouvelé. Alors, je sais pas, plus servile que ça, on a du mal à trouver de la part des ambassadeurs. Moi, je sais pas, on me fera un coup comme ça, je serais peut-être pas spécifiquement envie de continuer à suivre le chef de l'État. Mais c'est eux qui voient, c'est pas moi. Alors maintenant, voilà, pour en arriver un peu à qui finance vraiment, parce que le problème, c'est la finance. Comme souvent, pardon, comme souvent, le nerf de la guerre, eh bien, c'est toujours pareil, c'est l'argent. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que comment se passe le financement aujourd'hui des complexes militaro-industriels, qu'ils soient américains ou qu'ils soient européens, qu'ils soient français. Et il y a eu une trentaine d'années de cela, à peu près, 30 ou 40 ans, il y a un produit financier qui a été créé qui s'appelle les ETF. Alors un ETF, c'est quoi? C'est Exchange Exchange Trader Fund. Alors, je vais vous dire un peu ce que c'est. C'est un produit financier qui est similaire aux actions et aux obligations, mais c'est émis par des sociétés, ou publiques ou privées. Ça veut dire que n'importe quelle banque privée ou publique ou institution peut créer ce qu'on appelle un ETF. Alors, un ETF, donc c'est un produit financier. C'est comme si pour les gens qui connaissent pas trop l'économie, c'est comme s'il y avait un pot qui est créé et dans lequel arrive tout un tas de capitaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces ETF, en tant que produits financiers, ce sont des fonds, en réalité, indiciels, qui suivent le cours de la bourse. Par exemple, une institution en France qui va créer un ETF français, eh bien, ce fonds va être indexé sur l'indice du CAC 40. Donc, ça suit la courbe du CAC 40. Si ça monte, l'ETF monte. Si ça baisse, l'ETF descend. Pareil pour un ETF allemand, ça va être indexé sur le DAX et il y a des ETF américains vont être indexés sur le Nasdaq, etc. ou le Dow Jones, etc. Alors après, il peut y avoir des ETF internationaux où tout le monde met de l'argent dedans. Ce qui permet après, cet argent, ma foi, est un peu dilué, si vous voulez, et après, hop, il va servir à actionner, je dirais, les usines ou la fabrication de produits qu'on a envie de voir un peu prospérer et augmenter. Alors c'est le cas au niveau effectivement des guerres, et les guerres sont de plus en plus alimentées par des ETF, par le biais des ETF. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu le 1er août, alors voilà, il faut que je retrouve mes notes, oui c'est ça, le 30 juin 2022, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une cérémonie de signature organisée par le secrétaire général de l'OTAN, qui s'appelle Jens Stoltenberg, et il y avait les dirigeants et les ministres de 22 pays de l'Alliance, donc ils ont lancé le fonds souverain de l'OTAN pour l'innovation, premier fonds de capital risque, bon ça voilà, je viens de l'expliquer, multisouverain au monde, ce qui veut dire que n'importe quel en fait pays membre de l'OTAN
peut envoyer de l'argent dans ce fonds. Alors, sa déclaration, j'ai un petit extrait de sa déclaration, c'est intéressant quand même de noter. Ce monsieur a déclaré donc en 2022, il a dit « Ce fonds est unique en son genre. Grâce à son horizon d'investissement à 15 ans, il va permettre de développer des technologies naissantes qui ont le potentiel d'induire des changements profonds pour notre sécurité dans les décennies à venir en soutenant l'écosystème d'innovation de l'Alliance et qui renforcera la sécurité de la population de nos pays, soit 1 milliard de personnes. » C'est intéressant, c'est tout en demi-teinte. Mais le 1er août 2023, donc un an après, il y a 23 pays de l'Alliance de l'OTAN sont officiellement devenus associés commanditaires du fonds de l'OTAN pour l'innovation qui s'appelle NIF. NIF. C'est un premier fonds donc de capital à risque, multi-souvent au monde, et il y aura donc un investissement de plus d'1 milliard d'euros dans des startups technologiques du secteur de la défense. Ça, c'est intéressant. Donc l'industrie de la défense, en fait, a retrouvé des couleurs et de l'intérêt auprès des investisseurs depuis le début de la guerre en Ukraine. Et d'ailleurs, ce qui se passe en Israël aujourd'hui, entre Israël et Gaza, c'est exactement le même problème. Hein. Si je veux dire, l'industrie de l'armement derrière tourne à plein régime. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les budgets militaires ont explosé depuis le conflit ukrainien et continuent d'exploser avec le conflit israélo-palestinien. Je veux dire, l'industrie de l'armement tourne à plein régime et il y a des milliards et des milliards d'euros. Alors, ce qu'il faut noter quand même, c'est que cette année-là, la France a quand même le privilège, et je mets entre guillemets, c'est plutôt navrant, on est devenu pour la première fois de notre histoire, de notre petit pays, quand même le 2e marchand d'armes du monde. On est juste derrière les États-Unis. Et l'Ukraine est le 3e importateur d'armes. Oh, ça c'est intéressant quand même. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'argent de nos impôts en France, une partie de l'argent de nos impôts en France, se retrouve dans des ETF, et après finance donc la guerre en Ukraine. Si on posait la question à beaucoup de Français, est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Je pense qu'il y a des gens qui diraient non, j'ai pas envie de financer la guerre en Ukraine. J'ai plutôt envie que mes impôts servent à améliorer l'état des routes, qui en France, c'est plus des routes quelquefois, c'est à peine des pistes bourrées de trous. Mais non, donc une partie de nos impôts. Je disais les hôpitaux, ne les oublions pas. Oui, oui, bien sûr, tout le domaine de la santé qui est en déliquescence, etc., etc. Donc voilà, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, quand les États-Unis et même la France disent, voilà, les États-Unis ont dit on a envoyé à peu près 110 milliards d'euros en Ukraine. C'est à la fois vrai et c'est à la fois faux. Ça veut dire qu'il y a 10 milliards à peu près qui sont partis en Ukraine, ce qui est déjà pas mal. Hein. Là, je parle en dollars puisque c'est même des États-Unis, mais les 100 milliards de dollars sont restés en fait aux États-Unis. Parce qu'en fait, ils sont restés aux États-Unis pour faire fonctionner le complexe militaro-industriel américain. Je voulais justement faire une parenthèse parce que j'ai retrouvé effectivement ces écrits qui concernent donc les quelques jours qui ont précédé le début de l'opération spéciale de la Russie en Ukraine. Alors bon, on est dans une guerre de l'information, donc on sait bien que démêler le vrai du faux quand on n'est pas sur le terrain, c'est compliqué. Mais effectivement, un poste ici dit précisément l'Ukraine a attaqué en premier militairement le 17 février, soit une semaine avant le début de l'opération spéciale, les républiques du Donbass. Et la Russie n'a fait que répondre dans le cadre des accords de coopération passés avec ces républiques. Alors, c'est une information à prendre avec des pincettes, mais il est bon de le mentionner, de se dire, on ne sait peut-être pas tout, on n'est pas sur place. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, personnellement. Oui, non, tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. De toute façon, c'est vrai que dans les faits, comme je le soulignais, depuis 2014, la région du Donbass se prend des bombes tous les jours. Donc c'est une agression constante. Donc de toute façon, il était logique au bout d'un moment que le président Poutine donne un coup de pied dans la fourmilière, parce qu'à un moment donné, ça ne peut plus durer. Quand la diplomatie a échoué, et Dieu sait, je pense que le président Poutine a tout fait pour arriver à un règlement, à une solution diplomatique. Et malheureusement, quand tout ça a échoué par faute qu'en face, aucune diplomatie n'était possible,
Il a fallu recourir à la force, ce qui est effectivement une lourde décision à prendre, mais je vois pas si je me mets à sa place, si j'essaye de me mettre à sa place, je vois pas comment il aurait pu agir autrement. Donc, si on résume la situation, cette opération spéciale est due au fait que donc la région russophone du Donbass est bombardée jour et nuit, en tout cas quotidiennement depuis 2014. Il y a aussi les Mhm. avancées des bases de la CIA, donc de l'OTAN, près des frontières russes en Ukraine. Le fait que l'Ukraine est un repère de nazis, un des pays les plus corrompus du monde. C'est un pays où il y a de la GPA, où il y a du trafic d'enfants, où il y a les fameux biolabs. C'est un pays extrêmement riche concernant ces terres qui sont fertiles et qui sont donc qui donnent des produits merveilleux qui sont exportés partout, notamment en Méditerranée occidentale. Et ensuite, c'est une base pour l'OTAN, effectivement, pour se rapprocher de la Russie, que l'OTAN rêverait de voir démanteler, vrai ou faux? C'est ça, c'est très bien résumé. C'est exactement la situation. Voilà. Alors, ce qu'il faut noter quand même en plus, c'est que tous les médias propagandistes des pays européens et des États-Unis ne racontent absolument pas la vérité, et ce n'est que des médias de propagande dirigés à alimenter le feu et la guerre, puisque en fait, rien n'est vrai dans ce qui est relaté dans les médias propagandistes. Et c'est ça qui est dommageable, c'est que la véritable information, en fait, ne peut être connu que grâce à des médias libres indépendants. Et je salue ici donc ton courage et ton initiative d'avoir un média libre indépendant. Et je salue ici donc tous les médias libres indépendants et tous les écrivains et une poignée de maisons d'édition courageuses qui acceptent effectivement de pousser en avant les preuves irréfutables des véritables informations. Et donc nos médias traditionnels, qu'on appelle mainstream pour utiliser un anglicisme, sont bien infiltrés ou infestés par des bras armés des néoconservateurs américains. Ah bah, de toute façon, ils sont financés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les médias américains sont financés par la haute finance internationale, et on va en nommer un, puisque c'est le premier géant financier international, s'appelle BlackRock. BlackRock est propriétaire de tous les médias américains. BlackRock a des participations dans toutes nos sociétés du CAC 40, et donc une participation aussi dans tous les médias français. Mais de toute façon, les médias français sont tous subventionnés grassement par les milliardaires des CAC 40, et même Le Monde arrive à cumuler les deux, puisque Le Monde est financé donc d'un côté par les sociétés du CAC 40 et de l'autre par la fondation Gates. Donc Le Monde la partialité du monde et effectivement était allée au grand jour. Le côté impartial, ça fait très longtemps que le monde ne relate plus du tout de bonnes informations. Et il ne pourrait pas, puisque de toute façon, son pied et poings liés, pardon, par les financiers. Et c'est le cas de tous les médias quasiment en France aujourd'hui, à part quelques exceptions près, comme Sud Radio, qui arrive à diffuser encore de bonnes informations avec de très belles émissions. Mais je veux dire, à part quelques enquêtes, des fois, de magazines par-ci par-là qui méritent, je veux dire, d'être relevés, le reste, ce n'est que de la propagande. Faut Des personnalités malheureusement. des personnalités comme Raphaël Glucksmann sont ce qu'on peut appeler des néoconservateurs français ou des bras droits des néoconservateurs américains qui œuvrent en France. Il est rémunéré pour cela. Ah ben, rémunéré pour cela, je sais pas, mais rémunéré pour cela, je sais pas, mais enfin, en tout cas, il épouse totalement les thèses, effectivement, des néoconservateurs américains. Mais vous savez, c'est tout le clan, je dirais, des soi-disant philosophes gaucho-bobo typiquement français, c'est-à-dire lui, vous venez de le nommer, après il y a notre sacro-saint BHL, il y a Raphaël Antoven, enfin toute cette espèce de petite caste, effectivement, qui vit très bien, mais qui effectivement a épousé les thèses depuis longtemps du Parti démocrate américain et évidemment de l'oligarchie financière mondiale apatride. Donc il n'y a pas grand-chose à en tirer, puisque de toute façon ils refusent le dialogue. C'est évident qu'ils acceptent jamais un débat avec des contradicteurs, avec de vrais contradicteurs. Et pour cause, parce que de toute façon ils se trouveraient très rapidement mis en défaut.
Bon, Donc vous en parlez dans votre prochain livre. C'est vraiment une case qui est chic. Ah bah absolument, dans notre prochain livre qui s'appelle L'État profond français, oui. Français, voilà, qui, comment, pourquoi. Ça va être très intéressant. C'est documenté, sourcé, hein, c'est pareil. Moi, chaque fois j'écris un livre ou que l'on écrit des livres, parce que j'ai eu quelques livres sortis, des livres à quatre mains, comme on dit, tout est sourcé, documenté. C'est pas les opinions de Claude Janvier ou de mes complices et co-auteurs. C'est même si nos opinions transpirent un peu dans les conclusions ou les préfaces, le reste, ce sont des faits. Ce sont des faits sourcés, documentés, éprouvables et vérifiables. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut effectivement, quand on avance des choses, il faut pouvoir les prouver. Parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Et de même, dans Les Démasqués, qui dirige le monde, votre précédent livre, je le montre. Voilà, je vous invite à le lire. Vous allez avoir des noms de familles qui dirigent l'État profond occidental, on peut dire ça comme ça. Ah bah l'État profond, là, on parle des démasqués, et ben là, je traite de la finance, de la haute finance internationale. Donc, ce qu'il faut comprendre, et puis aussi en fait, il y a deux grands fléaux sur cette planète, malheureusement. Il y a le fléau de la finance internationale et il y a le fléau des réseaux pédocriminels. Donc, les deux sujets sont traités dans mon livre. Mais le premier chapitre, puisque quand même, c'est aussi le cœur du problème, ça traite de la haute finance internationale, c'est-à-dire qui dirige réellement effectivement le monde, puisque on a vu l'émergence depuis 3-4 décennies de géants de la finance, comme alors les trois premiers, bon, je pense que le grand public les connaît quand même, c'est BlackRock, le deuxième c'est The Vanguard Group et le troisième c'est State Street. Alors c'est quoi ces multi internationales de la finance? Ce sont des fonds d'investissement. C'est quoi un fonds d'investissement? Ce sont des gens qui ont mis des capitaux et qui ensuite prennent des parts donc dans des entreprises et ils travaillent pour une certaine quantité d'investisseurs qui, eux, en fait, dont l'unique préoccupation est d'engranger des bénéfices au mépris de tout le reste. Ça veut dire que ce ne sont pas des entreprises humanitaires. Ça veut dire que BlackRock, par exemple, le numéro 1 de la finance, et ils ont des participations dans toutes les entreprises, et ayant des participations, alors je parle ici des grosses entreprises, hein, je parle pas des PME, des PMI et des moyennes entreprises, je parle ici de méga entreprises. Et en fait, ayant des participations un petit peu dans quasiment toutes les entreprises occidentales et quelquefois même certaines asiatiques aussi, certaines en Asie aussi, en ayant des participations, ils s'en assurent à peu près le contrôle. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent peut-être pas qu'en ayant 7 à 8% d'actions de participation dans une entreprise, comment on peut s'en assurer le contrôle en n'ayant que 7 à 8% de participation. En réalité, c'est relativement assez simple à comprendre. On va imaginer une réunion un beau jour d'une entreprise X, alors je parle toujours de grosses entreprises, avec son PDG, ses actionnaires et un représentant de BlackRock, puisque imaginons que BlackRock est actionnaire de cette entreprise. À ce moment-là, le PDG, il peut dire, voilà, pour 2025-2026, écoutez, on va faire nos buts objectifs, on va aller par là. À ce moment-là, l'émissaire de BlackRock, il peut dire oui, très bien. Ou il peut dire, si BlackRock lui a donné des ordres, il peut dire, non, nous, on est désolé, mais pour 2025-2026, les objectifs, on va aller de l'autre côté. À ce moment-là, le PDG, il a deux choix de l'entreprise. Soit il dit oui, bon, l'affaire est réglée. Soit il dit non, et à ce moment-là, l'émissaire de BlackRock, il dit, très bien, nous, puisque vous voulez pas, nous, on met en vente nos actions. Oui. On se retire, on vend nos actions. Mais attention, ce qui veut dire, là on parle de millions de dollars, derrière, on parle pas de 10 000 euros ou de 10 000 $, on parle de millions de dollars. À ce moment-là, la presse, effectivement, s'empare de l'affaire, BlackRock se retire de l'entreprise, blabla, et automatiquement, le cours de l'action, chute dans le tréfonds des enfers, et à ce moment-là, l'entreprise vacille, même si c'est une entreprise avec des capitaux importants, son avenir vacille automatiquement. Et les actionnaires disent, non, attendez, vous êtes gentils, mais nous, on est là pour engranger, on n'est pas là pour perdre de l'argent. Donc, à ce moment-là, le PDG, il dit non. Il dit, très bien, je dis oui. Il dit pas non, il dit, je dis oui. D'accord, ok, on va faire comme vous voulez. Voilà comment BlackRock s'assure l'hégémonie de toutes les entreprises occidentales. Alors, comme on l'a peut-être souligné un peu avant, BlackRock est propriétaire aujourd'hui de tous les médias américains. BlackRock a des participations dans toutes les sociétés multinationales européennes. Toutes nos sociétés du CAC 40,
BlackRock a une participation dedans. BlackRock, c'est aussi 5000 ordinateurs branchés en réseau, faut le savoir. Et c'est un nom, c'est un acronyme, ça a pour nom ce projet Aladdin. C'est très finaux de leur part, parce que Aladdin fait toujours penser au fils du tailleur Mustapha, et qui frottait sa lampe à huile et qui faisait apparaître un super génie qui allait exaucer tous ses vœux. Et ben là, Aladdin, ils ont réussi à faire coller un acronyme avec cette légende assez sympathique d'Aladdin, puisqu'Aladdin, ça veut dire Asset Liability, et après, je sais plus. Enfin bon, voilà. Et ces 5000 ordinateurs branchés en réseau sont dans des lieux tenus secrets aux USA. On sait que ça se situe entre les fleuves Missouri et Mississippi, je ne suis pas arrivé à savoir exactement où. Et ces 5000 ordinateurs font la pluie et le beau temps sur les bourses internationales. Ça veut dire que là, ce sont des robots, en fait, gérés par 2000 personnes. La moindre hausse engrange, la moindre baisse se retire. Mais il y a des millions de dollars derrière. Ce qui veut dire que tous les jours, en écrémant la bourse, comme ça, ils engrangent des millions et des millions et des millions de dollars. Et c'est une fortune colossale. Aujourd'hui, il faut savoir que BlackRock gère 9000 milliards d'actifs. 9000 milliards d'actifs. Ça augmente tous les jours. Et en 2028, selon le calcul de certains économistes, ils géreront à peu près 20 000 milliards d'actifs. Ce qui est quand même vertigineux. Même moi, j'ai du mal à aligner les zéros. Après, vous avez le cas intéressant de Vanguard, mais ça, je le détaille dans mon livre, bien sûr. Le cas très intéressant et unique en son genre de The Vanguard Group. Alors, The Vanguard Group a été fondé dans les années 70-75 par un certain Boyle. Bon, parfois, ça nous apprend rien. Sauf que quand on commence à gratter un peu, on sait aujourd'hui, et c'est prouvé, que les capitaux qui ont été investis pour l'élaboration de The Vanguard Group, ce sont les capitaux des 13 grandes familles les plus riches du monde, c'est-à-dire les Rothschild, les Rockefeller. Ceux-là, c'est les plus connus. Après, il y a la famille Orsini, Vanderbilt, ça c'est beaucoup moins connu du grand public. La famille Dupont de Nemours, un peu plus connue du grand public au niveau industriel. Après, il y a la famille récemment cooptée, la famille Bush, la famille royale d'Angleterre, qui est bien évidemment omniprésente, la famille Morgan, etc., etc. Ça, ce sont eux qui ont fondé réellement Vanguard. Parce qu'aujourd'hui, quand vous cherchez Vanguard... Vous le citez dans votre livre, Les Démasqués. Tout est détaillé dans Les Démasqués. Absolument, absolument. Ah, et voilà, je les nomme. C'est prouvé aussi. Et donc, en revanche, c'est vrai que Vanguard, ce qui est très intéressant, et c'est là où ça devient intéressant de comprendre le mécanisme, c'est que Vanguard n'est pas coté en bourse. Ça veut dire que gère quand même 7000 milliards d'actifs, quand même, pour 30 millions d'investisseurs, mais n'est pas coté en bourse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si vous étiez riche à milliards, vous ne pourriez pas acheter une seule action de Vanguard, puisque Vanguard n'est pas coté en bourse. Donc, il n'y a pas de risque d'OPA. Oui, je comprends. C'est fermé. Il n'y a pas de risque c'est fermé. En revanche, Vanguard est actionnaire de BlackRock. En revanche, Vanguard est actionnaire des grands laboratoires pharmaceutiques comme Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gilead, etc., etc. Donc c'est très intéressant. Nous avons une entité ici financière qui est totalement indépendante, qui est totalement hors de contrôle, qui est totalement privée et qui est actionnaire effectivement de BlackRock et est actionnaire de toutes les grandes sociétés multinationales. Et c'est là le cœur du pouvoir. Alors, le cœur du pouvoir mondial de l'oligarchie financière mondiale apatride. Ce sont eux le cœur du pouvoir. Ce sont eux, tous les mots MAUX sur Terre viennent directement de cette oligarchie financière mondiale qui nous est présentée, bien entendu, comme des philanthropes et des humanistes au travers, parce qu'ils sont malins, ils ont créé tout un tas de fondations humanitaires qui sont plus des usines à gaz aujourd'hui qu'autre chose, parce que moi je me suis amusé à chercher un peu, mais il y a pléthore d'ONG aujourd'hui, de fondations, qui sont soi-disant là pour lutter contre la faim, l'illettrisme, la pauvreté. En réalité, quand on prend les chiffres, la criminalité est en augmentation planétaire. La faim, il y a toujours malheureusement 9 millions de gens qui meurent de faim chaque année. Il y a quand même 300, je crois, de mémoire, 385 millions de gens qui souffrent de malnutrition sur la planète tous les ans. Quand même. Et il y a toujours autant de pauvreté, d'illettrisme et évidemment de criminalité, puisque la criminalité découle dans une grande mesure de l'illettrisme et de la pauvreté. Donc, mais pas que, attention, la criminalité existe aussi chez les cols blancs. Mais bon, la preuve. Mais voilà, donc s'il y avait autant de fondations humanitaires qui soi-disant allaient dans le bon sens, et bien je pense que tous ces fléaux et tous ces maux auraient disparu de la planète. Or, il n'en est rien, ce qui veut dire que ces fondations ne servent à rien à part engraisser ceux qui y travaillent, puisqu'ils ont tous des salaires confortables.
Et ça, c'est documenté aussi. Donc on est dans un énorme problème parce qu'on a une haute finance internationale complètement indépendante qui fait ce qu'elle veut, et en dessous, il y a des valets, comme je les appelle, des valets ultra friqués, là aussi c'est dans mon livre, qui font le boulot. C'est-à-dire, et là, je pense que le grand public les connaît bien, puisque d'un côté, nous avons Bill Gates, là, avec sa fondation, qui lui est plus spécialisé dans le domaine de la santé, entre guillemets, puisque aux 2 tiers, c'est lui qui pilote l'OMS, quand même, faut le savoir. Et il est plus spécialisé dans le domaine de la santé, entre guillemets, le mot santé, parce qu'il veut pas la bonne santé, lui il veut plutôt la mauvaise santé, mais bon, passons. Et aussi dans le domaine des semences et des céréales, etc., puisqu'il il a beaucoup travaillé avec Monsanto, qui s'appelle plus Monsanto aujourd'hui, qui a été racheté par Bayer, mais donc lui, c'est son domaine. À côté de ça, il y avait George Soros et son Open Society, entre autres, qui lui, il est plus spécialisé dans la déstabilisation des gouvernements dans des pays où il faut effectivement mettre un coup de pied dans les gouvernements à peu près laïques et à peu près qui tiennent la route. Il faut absolument les dévaster pour qu'ils deviennent après des vassaux complètement dépendants des Américains. Ça, c'est sa grande spécialité aussi. Et après, vous avez tous les patrons des GAFAM qui assurent, eux, la censure, puisqu'aujourd'hui, je pense que vous le savez, Stéphanie, aujourd'hui, on est ultra censuré, voilà. Donc, nous avons les patrons de Google, nous avons Zuckerberg, et nous avons anciennement Jeff Bezos, etc. Alors, moi, il y a toujours un truc qui me fait un peu rire, et si vous le permettez, je vais le dire, parce qu'il y a une légende urbaine, on nous a toujours présenté les patrons de Google, et Zuckerberg, et même Bezos, c'est-à-dire comme des petits génies qui ont bossé, travailler dans leur petit garage avec un peu de moyens, et puis paf, et puis pif, et puis ils ont fondé un empire, etc. En réalité, bon, qui soit intelligent, oui, ça certes, j'ai pas de doute sur le sujet, c'est pas, ils sont quand même érudits, ils ont de l'instruction. Maintenant, ce qui n'est pas dit dans la chanson, c'est que tous, ils ont été approchés par la CIA et financés par la CIA. Ça, c'est très intéressant. Parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas aussi, c'est que la CIA a un fonds, je parlais des ETF tout à l'heure, des Exchange Trader Funds, mais la CIA a son propre fonds qui s'appelle le fonds Carlyle. Et le fonds Carlyle, c'est un fonds d'investissement privé occulte, totalement occulte, où personne ne sait exactement qui met quoi dedans, mais en tout cas, c'est un fonds qui a plusieurs milliards de dollars et qui finance effectivement tous les domaines de sécurité, de la défense et militaire. Ça veut dire que très, très certainement, ceux que je viens de nommer ont été financés par le fonds Carlyle. Ça aussi, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, ce fonds Carlyle, on l'a détaillé dans l'état profond français, parce que ce fonds, donc le nouveau livre qui va sortir, parce que ce fonds Carlyle, effectivement, est complètement inconnu du grand public, en réalité finance énormément beaucoup de choses, y compris ce qui se passe aussi en Ukraine et aussi en Israël. Le fonds Carlyle peut être partout. Et donc, voilà, en réalité, la CIA, c'est une énorme puissance financière, au-delà de la puissance du service secret, etc., etc. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. À diffuser, c'est soyez curieux. Comme vous l'êtes dit, quand vous écrivez vos livres, que vous allez chercher l'information à la source, donc vous documentez vos livres. Voilà, ça permet de comprendre aussi comment le monde fonctionne et de mieux comprendre aussi les décisions politiques. Oui, je pense que si on veut connaître ses ennemis, il faut les étudier, il faut écouter, il faut regarder, il faut lire ce qu'ils écrivent, il faut écouter ce qu'ils disent, et après, il faut trouver effectivement les véritables informations. Si on ne connaît pas ses ennemis, on ne peut pas mener une vie tranquille, parce que beaucoup de gens s'imaginent qu'en restant dans leur précaré, ou en faisant l'autruche, en mettant la tête dans le sable, tout va se passer crème, mais en réalité, malheureusement, non. C'est ça qui est dramatique, c'est que tout et de moins en moins d'ailleurs, parce que là, la politique va de plus en plus rentrer dans les foyers comme elle l'a fait en 2021, 2020-2021, parce qu'il y a des relents de totalitarisme. Le totalitarisme, c'est quand même quelque chose qui rentre dans vos foyers, dans votre vie privée et éventuellement dans votre corps. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et malheureusement, aujourd'hui, on assiste quand même, là je lance un petit message, la classe moyenne en France qui se pensait être intouchable jusqu'à présent et qui se disait, bon, ma foi, si le monde explose, pour l'instant, nous on va pas mal.
Ah, ayant rencontré quelques personnes de la classe moyenne supérieure, comme ça, parce que je discute volontiers avec des gens, donc je regarde un peu, j'analyse, et en fait, la classe moyenne commence à s'apercevoir que ah mais c'est curieux, il y a une inflation quand même de plus en plus. Puis nos économies, on est obligé de taper dedans parce que bon, bah, malheureusement, c'est moins bien, donc voilà. Mais comme je le dis toujours, n'attendez pas que l'immeuble vous tombe sur le coin du nez, parce qu'à ce moment-là, c'est un peu tard. C'est un peu tard pour se réveiller. Alors, c'est bien de se réveiller, hein. Ça, j'ai rien contre cela, bien au contraire. Mais il faut pas attendre le dernier moment, parce qu'attendre le dernier moment, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est beaucoup plus difficile à ce que les choses reviennent à la normalité. Et puis, le réveil, des fois, peut être brutal. Si vous voyez ce que je veux Absolument. dire. Face à la Peut vérité être brutal. brutale. Je fais ici un clin d'œil à Voilà. Paul, une artiste qui essaye de réveiller les gens aussi. J'invite tous les spectateurs à aller acheter vos ouvrages, dont les fameux Démasqués, dans lesquels on trouve moult informations, comme on dit. Vous pouvez le remontrer une dernière fois. Allez, Qui le dirige voici. le monde? Il est bon de savoir par qui on est dirigé pour mieux comprendre aussi les décisions politiques qui peuvent parfois nous surprendre ou nous déranger, voire plus, puisque les décisions politiques sont le bras armé de Vanguard, de BlackRock, etc. Je vais le résumer comme ça. Absolument. Absolument. Puis c'est intéressant aussi, si vous le permettez, de savoir comment ils font. Comment ils font pour saper toutes les couches de nos sociétés. Parce qu'au-delà de les nommer, bon, c'est une chose. Mais après, ce qui est toujours c'est vraiment intéressant, c'est de savoir comment ils font. Comment ils font pour malheureusement saper toutes les valeurs fondamentales de nos sociétés, c'est-à-dire les valeurs familiales, culturelles, sociales, religieuses, et nous infester aussi par d'autres biais, comme la malbouffe. Toute la nourriture aujourd'hui est trafiquée, mais c'est pas arrivé comme ça par hasard, par une escrologie. Je dis pas une écologie, mais une escrologie, parce qu'aujourd'hui c'est plus, c'est vraiment de l'escrologie de bas étage. Aussi, voilà. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment ils envoient des chevaux de Troie, et à l'aide de ces chevaux de Troie, ils pervertissent effectivement toutes les couches de nos sociétés. Et d'ailleurs, un domaine qui est de plus en plus perverti, ce qui est malheureux d'ailleurs, c'est l'éducation nationale. Quand on voit qu'aujourd'hui, l'éducation nationale est en perte de vitesse, et parce qu'infesté aussi par un lobby LGBTQ+, et woke, qui oblige maintenant des cours d'éducation sexuelle pour des enfants de la maternelle, hein, des bouts de chou. Et ça, c'est direct, ça vient directement de l'oligarchie financière internationale, parce que le but du jeu dans tout ça, c'est leur idéologie. C'est leur idéologie. Elle n'est pas comme vous et moi. C'est pas une idéologie qui essaye d'aller dans le sens de la survie et de la construction, parce que même si on a tous des travers et qu'on n'est pas des saints, ça c'est d'une évidence absolue, mais je veux dire, on essaye tous d'aller dans le sens de la construction et du positif. Eux, pas du tout. Et Un ils vont humanisme, dans le sens, d'un humanisme. pardon. Nous essayons d'aller dans le sens d'un humanisme. Voilà, c'est ça. Alors qu'eux, ils vont dans l'autre sens. Ils ne raisonnent qu'en termes de bénéfices engrangés, d'asseoir leur supériorité, de vivre, de continuer à vivre dans le luxe, et de contrôler tous les jours que Dieu fait la majorité de la population planétaire. Vous savez, c'est un peu Attali, on avait parlé lors une de ces, parce qu'il en a parlé souvent, de ses vidéos dans les années 80, où ça avait été enregistré dans un amphithéâtre. Je ne me rappelle plus lequel, mais c'est facilement retrouvable sur Internet, où effectivement il explique, et de toute façon c'est trouvable sur Internet, sur YouTube, où il explique qu'il y a une élite mondiale, et il parlait de ça dans les années 80, qui vit dans le luxe, etc. Juste en dessous, il y aura une catégorie de gens qui essaieront toujours de grimper dans l'élite mondiale, mais qui n'y arriveront pas. Mais ceci dit, ceux-là, ce seront les valets, un peu les serviteurs zélés, ils vivront quand même dans un certain confort. Et en dessous, il y aura la majorité de la population qui s'entre-déchirera pour un quignon de pain, et qui sera taillable et corvéable à merci, qu'on enverra travailler à des centaines de kilomètres ailleurs, et déplacé de partout, et qui vivra dans la misère. En gros, c'est en gros le plan, et c'est ce qui est en train de se dérouler. Et là, c'est pas moi qui en parle, hein, enfin qui l'ai déclaré, c'est Attali, Oui, puis en plus, mais c'est quand assez bien fait parce que c'est toujours fait au nom du bien, de votre sécurité, de votre protection. Le wokisme avance au nom de la tolérance, donc c'est une instrumentalisation de bons sentiments
dont la tolérance, qui est tout à fait un sentiment respectable. Mais effectivement, là aussi, il y a une manipulation des mots, des sentiments des personnes, et en fait, c'est ce qu'on appelle une énième arnaque, finalement. Donc il faut rester C'est ça, prudent et c'est vigilant. ça, c'est ça. Voilà. Eh ben, très bien, en tout cas, achetez nombreux les démasqués, et également le virus et le président, et Covid-19, le bilan en 40 questions, et prochainement, le futur livre qui s'appellera L'état profond français, qui, comment, pourquoi, chez K Édition. Parfait. Un grand merci, merci beaucoup, Claude Janvier, d'être venu sur Tribune Eh Libre. ben, merci. Merci Stéphanie.